Beaucoup de mystères autour de cette ancienne espionne et c'est justement ce mystère autour de ces femmes qu'a voulu percer notre invitée ce soir, Chloé Eilberhardt, journaliste à M, le magazine du Monde et auteur de l'ouvrage Les espionnes racontent. C'est le fruit de 5 ans d'enquête qui vous a permis, Chloé, de faire sortir de l'ombre ces femmes espionnes à travers une série de portraits. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors d'abord, je voudrais vous faire réagir très rapidement à cette information. Une femme numéro 2 de la CIA et pour la deuxième fois, c'est peut-être la preuve que le rôle des femmes espionnes est réhabilité. Oui, je crois que les services de renseignement sont en train de se rendre compte de l'atout qu'elles peuvent représenter effectivement, puisque on a également le MI6 là, qui commence à lancer des campagnes pour donner envie aux femmes de rejoindre le service. Donc on peut penser que ça y est, la prise de conscience est en train de se faire. Alors en tout cas, vous participez également à cette prise de conscience puisque vous sortez de l'ombre, vous faites sortir de l'ombre ces femmes espionnes. Vous en avez rencontré plusieurs, 5 ans d'enquête avec une méthode particulière qui interpelle, c'est que vous vous êtes vous-même finalement glissé dans la peau d'une espionne. Vous avez établi un réseau d'influence et vous séduisez ces espionnes que vous les rencontrez parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que l'impératif que je m'étais fixé, c'était de vraiment rencontrer les femmes dont j'allais parler, sur lesquelles j'allais écrire. Et je me suis rendu compte, en fait, que pour les identifier et pour les approcher, je devais, si vous voulez, utiliser des méthodes qui sont assez semblables à celles, à toute proportion gardée, hein, mais qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une approche dans le renseignement. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord que j'identifie les espionnes, les officiers de renseignement féminin que je voulais rencontrer, puis que je trouve le meilleur moyen de les approcher. Souvent, c'était trouver le bon intermédiaire, parce que ce ne sont pas des femmes qui vous parlent, qui vous ouvrent leurs portes comme ça. Et puis ensuite, une fois que je les ai rencontrées, il fallait les convaincre à me raconter des choses qu'elles n'avaient pas forcément envie de me dire. Et là, justement, tout le travail a été de trouver quel levier utiliser auprès de chacune pour lui donner envie de parler. Donc, pour certaines, ça pouvait être la flatterie, par exemple. Voilà, on dit que le Mossad est le meilleur service de renseignement au monde. Et ben, du coup, j'ai utilisé cet argument-là en disant à Yola que j'ai vu à Tel Aviv, est-ce que c'est vrai ou pas. D'autres, c'était plus la solidarité féminine qui a joué, en leur disant voilà, je cherche à écrire un livre sur un sujet qui est assez peu exploré. On m'aide assez peu parce que je ne viens pas du journalisme de défense. Oui, voilà. c'est vrai que vous avez rencontré de nombreuses difficultés. Vous avez dû donc faire l'usage de ces méthodes justement des services secrets pour les approcher. Finalement, vous avez pu approcher ces femmes. Et ce qui est intéressant, ce qu'elles vous racontent, finalement, et vous en rendez compte dans votre ouvrage, c'est que tous ces clichés qu'on a autour de la James Bond girl, elles en sont conscientes, notamment de la femme à pas, et elles en jouent, elles les retournent, ces clichés. Oui, alors déjà, je vais casser le mythe tout de suite. Hein. Aucune des femmes que je n'ai rencontrées n'a couché pour collecter de l'information. Toutes ne sont pas des bombes à forte poitrine. Enfin voilà, on est face à des professionnels du renseignement qui ont été formés et qui sont aussi carrés que leurs collègues masculins. Donc voilà, ça c'est dit. Après, ce sont des femmes intelligentes qui savent que la féminité peut constituer un atout. Quand par exemple, vous voulez un colloque essayer de soutirer des informations à un ingénieur spécialiste en énergie atomique, par exemple, peut-être qu'effectivement, avoir un contact souriant, être une jeune femme avenante, peut effectivement lui donner envie de vous parler plus à vous qu'à un latino à moustache, comme disait Martha, ouais. C'était une des Américaines que j'ai rencontrées qui me parlait de ça. Donc, et puis vous dites Chloé, oui, vous dites qu'une femme, être une femme, c'est une couverture en soi. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans un monde assez patriarcal où on s'attend à ce qu'un espion soit un homme. Vous voyez bien, on est encore étonné qu'une femme puisse être numéro 2 de la CIA. Voilà. Et c'est un atout, paradoxalement, parce qu'on les soupçonne moins. L'exemple type, c'est l'exemple de la filature. Voilà, c'est peut-être plus stratégique de faire suivre quelqu'un par une femme qui portera des talons hauts, par exemple, parce que c'est pas du tout une bonne idée que
d'arpenter les rues avec des chaussures inconfortables, très bien habillées. C'est peut-être plus pertinent d'envoyer sur le terrain faire une filature à une femme qu'à un homme qui aurait un impair beige et qui se cacherait derrière un journal, pour reprendre le cliché. Donc les femmes ont cet atout-là qu'on s'en méfie moins. Alors, on l'a dit, c'est 5 ans d'enquête, cet ouvrage. J'imagine que quand on va mettre son nez dans des affaires d'espionnage, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous vous êtes senti en danger à un moment donné lorsque vous avez mené votre enquête ? Alors, il faut dire qu'on développe une certaine paranoïa à évoluer dans ces cercles-là, surtout quand au départ, ce ne sont pas des sujets que l'on maîtrise. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 27 ans et je n'avais quasiment jamais écrit sur les questions de renseignement. Donc, je me suis vraiment construit mon réseau, etc. Et oui, comme ce sont des gens qui parlent peu, qui n'ont pas envie de parler, qui sont parfois assez raides, je me suis retrouvée dans des situations... à la frontière entre la France et la Suisse notamment. Je rencontrais une ancienne du KGB dont l'interprète était son homme de confiance qui m'a confié qu'il était en fait un ancien d'une cellule spéciale qui pouvait tuer avec 2 doigts. Comme ça, il m'expliquait comment assassiner les gens. Et je me suis retrouvée un soir seule en voiture avec lui et il m'expliquait comment tuer quelqu'un. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce bien raisonnable? Et puis évidemment, il ne m'est rien arrivé. Mais l'imagination peut aller assez vite dans ce genre de contexte, oui. Voilà, en tout cas, le fruit de cette enquête est édifiant. Merci beaucoup, pardonnez-moi, Chloé Eiberaert, d'avoir été notre invitée. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les espionnes racontent. Gloria, at the festival, you worked for the Independent Research Service. That's right. Well, exactly when did your own association with the CIA start, and in what fashion? Did they come to you, or did you go to them? In 1958, when I came home from India, I discussed with student leaders, past and present, many of them active with the National Student Association, this kind of small foundation to encourage Americans to go. They thought it was a good idea too. I was then told by foundations and professors and friends that I should not do this, that I would get in trouble with the House Un-American Activities Committee, the American Legion, all of those 50s people. And I became convinced that it was impossible. It was at that point that the student leaders said to me that they had in the past received funds for international programs from the CIA, and that they felt that this was important and could also be partly funded by the CIA. Well, I mean, did you feel that you really tried? I mean, did you go around to all of the wealthy private foundations, wealthy private people, and explain your point of view, and explain why you felt it was important that the United States be represented at these things in a certain way? What did they tell you? They told me that, well, the Ford Foundation, for instance, told me that they thought we were too liberal and too controversial, and that we would endanger their cultural programs in Austria. I mean, the first festival was being held in Vienna. It was not encouraging at all, and the private individuals to whom I went often had particular points of view to put forward, which would have been much, much more restricting than the CIA funds were, which were free. I mean, no one was told what to say. What do you mean they were free? You mean to say it was easier for you to work for the CIA than a private organization? That's right. And the reason I think that comes as a surprise, as it did to me at the time. I mean, I had the conventional liberals' view of the CIA as a right-wing incendiary group, and I was amazed to discover that this was far from the case, that they were enlightened, liberal, nonpartisan activists of the sort who characterized the Kennedy administration, for instance. You have not been working now for the CIA since 1962. You still criticize. You were down recently in Washington? Yes, when the story broke that I had once been, that I had for 4 years been a Central Intelligence agent,
I was demonstrating outside the Pentagon underneath Mr. McNamara's office against bombing in Vietnam. And this didn't precisely fit with the image of a CIA agent, but then neither does the CIA.